des restes de carrelage, du béton défoncé, des fils électriques qui s'échappent du sol. C'est sur ce terrain vague où la nature reprend petit à petit ses droits que le Concorde s'est écrasé, sur ce qui était autrefois un hôtel. Au moins un des réacteurs a été relevé à peu près par là. Patrick Tess était propriétaire de l'hôtel voisin, les Relais Bleus. Et 10 ans plus tard, il n'a rien oublié de cet après-midi de juillet. Il faisait chaud et il travaillait dans son bureau, la fenêtre ouverte. Je téléphonais, ma conversation a été couverte par un bruit infernal, j'ai levé les yeux et j'ai vu le Concorde arriver en flammes. Je me suis dit tu vas mourir, donc essaie de t'en sortir. Il s'est enfui et a très vite réalisé que l'avion était tombé plus loin. Il a aussi compris que l'intensité du brasier laissait peu de chances de retrouver des survivants. Les 100 passagers et les 9 membres d'équipage sont morts, ainsi que 4 personnes se trouvant dans l'hôtel. Un drame qui l'a traumatisé, au point de devoir quitter la région pendant plusieurs années. Je prends du Prozac comme d'autres prennent des petits bonbons tous les matins. Donc grâce à ce soutien, je m'en sors, mais je considère avoir un préjudice à vie. Je vais traîner ce besoin de me droguer, entre guillemets, probablement jusqu'à la fin de mes jours. Le terrain où s'est écrasé l'avion a été mis aux enchères cette semaine. Mais à quelques jours de l'ouverture du procès Concorde, il n'a pas trouvé preneur. À Gonesse, les souvenirs sont en effet toujours douloureux, même si certains habitants refusent de se voir comme des victimes. Je suis quelqu'un de très très chanceux sous cette affaire-là. Comment? Alors, il est tombé juste à côté, il n'est pas tombé sur moi. Mais quand même, c'est quelque chose, je peux dire ça. Voilà. S'il est tombé sur cet hôtel-là, je pense à l'instant que j'étais mort avec le flamme et le kérosène. Traumatisés ou non, les témoins de l'accident attendent la même chose du procès, où comparaîtront 6 prévenus à partir de mardi. Savoir pourquoi le drame s'est produit et qui en est responsable. Triangle de Gonesse, à 2 pas de l'aéroport Charles de Gaulle, au nord de Paris. D'ici 2025, une nouvelle ville va pousser dans ses champs, Europa City. Un projet gigantesque du groupe Auchan, 500 boutiques, des salles de spectacle, des restaurants, des hôtels et même une piste de ski. L'objectif, attirer 30 millions de visiteurs par an, soit 2 fois plus que Disneyland Paris. On pourra passer une demi-journée au parc aquatique, passer à la ferme urbaine pour cueillir des produits qu'on va cuisiner avec un chef et déguster sur place, passer l'après-midi au parc des neiges pour faire de la glisse et aller assister le soir à un spectacle dans la grande salle de concert ou à passer par un grand magasin. Un petit peu plus loin, vous avez Paris. Un enthousiasme que ne partage pas Dominique Play. Cet agriculteur ne veut plus qu'on lui grignote ses champs. Il y a eu l'aéroport de Roissy, puis celui du Bourget, l'autoroute, les différentes zones commerciales et industrielles, et maintenant Europa City. En 50 ans, c'est plus de la moitié de ces terres que son père et lui ont dû céder. Mon père avait 320 hectares. Et moi, maintenant, j'arrive à 127 hectares. Bientôt, alors je vais avoir juste un petit jardin autour de mon hangar parce qu'ils nous prennent nos terres tout le temps. Dominique Play est soutenu par les écologistes locaux. Ils ont créé le collectif pour le Triangle de Gonesse pour dénoncer la démesure du projet et préserver ses terres agricoles. On a des terres riches ici, mais très profondes. Jusqu'à 6 mètres de profondeur, on est dans des terres les plus riches. Donc ici, toutes les cultures se font sans arrosage, sans rien, ça pousse tout seul. Le maire de Gonesse, lui, se défend de vouloir tout urbaniser. Il promet même que plusieurs centaines d'hectares du Triangle de Gonesse seront préservés. Pour Jean-Pierre Blasi, Europa City est avant tout une chance que sa ville doit saisir. La question est de savoir si on veut rester une périphérie de Paris sans ambition, être une banlieue avec uniquement ses problèmes, ou si on veut, à travers des projets de cette nature, écrire une histoire différente pour gagner en attractivité. Europa City, avec ses milliers d'emplois potentiels, dans une région où le chômage dépasse la moyenne nationale, cela fait forcément rêver. C'est l'une des figures de l'opposition au projet Europa City. Bernard Loup ne veut rien lâcher et a décidé de recourir à la justice. Avec 7 autres associations environnementales, le président du collectif pour le Triangle de Gonesse a déposé un recours mi-novembre auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Objectif, faire annuler l'arrêté préfectoral actant le vaste projet d'urbanisation du triangle de Gonesse. Pas question de voir émerger d'ici 2030 sur ces terres agricoles, entre Roissy et Le Bourget, un gigantesque quartier d'affaires, mais aussi Europa City, un projet pharaonique de complexe de commerce, de loisirs et d'hôtellerie sur 80 hectares porté par le groupe Auchan. La priorité, c'est de rénover les friches avant de consommer les espaces agricoles. Et pour des questions de pouvoir nourrir la planète, tous les agronomes vous diront qu'il faut arrêter de consommer les espaces agricoles au rythme où on les consomme aujourd'hui. Autre opposant et autre recours, Alain Boulanger, président de l'association CAPAD, qui fédère les commerçants de 8 villes de Seine-Saint-Denis, en a lui aussi déposé un. Un recours gracieux dans un premier temps, directement auprès de la préfecture du Val d'Oise. Là aussi, pour tenter d'empêcher la construction d'Europa City. Mais à la différence des associations environnementales, Alain Boulanger n'est pas opposé à l'urbanisation d'une partie des terres agricoles. Lui ne veut pas d'Europa City, mais milite pour un projet alternatif pour limiter l'impact sur les commerces autour. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, qui ont été dites par le groupe Auchan, qui est tout ce qui touche à l'économie bien sûr du territoire, à l'image du territoire, au tourisme pour le territoire. Il y a des choses qui ne sont pas forcément à rejeter et qui peuvent être complémentaires. Le problème, c'est qu'on n'a jamais regardé réellement, puisque c'était l'objet numéro 1, l'impact des 11 800 emplois promis et en fait ceux qui pourraient être détruits. On n'a jamais été jusqu'au bout. De son côté, le groupe Auchan ne se dit pas surpris de ses premiers recours et s'attend même à d'autres actions à chaque étape du projet. C'est d'ailleurs ce que comptent faire les opposants. Ils comptent même profiter d'un nouveau rapport pour appuyer leur argument. Un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable demandé par le ministère du Logement qui s'interroge sur l'impact du projet Europa City, notamment sur les commerces et les parcs de loisirs voisins, ainsi que sur la question des transports. Vendredi, le groupe Auchan devrait préciser son projet. C'est au cœur du triangle de Gonesse, Auchan vient nous taper. Alors Europa City, ça bloque. Certains disent que ça pourrait être le Notre-Dame-des-Landes francilien. Il y a 3 questions qui se posent. 1, ça mange de la terre agricole, 210 hectares, mais ça c'est sur l'ensemble de la ZAC globale, donc lui en fait un gros tiers, 40%, ça mange de la terre agricole. Il vaut mieux qu'elle soit mangée par ça que par autre chose, je vais vous dire. Et en échange, on va faire une ZAP, on va zapper une zone agricole protégée sur le reste. Donc je pense que c'est pas dans... Je croyais qu'il y avait trop d'agriculteurs, on m'a dit, mais bon... Je crois qu'on peut protéger, et puis alors, ou alors on ne fait plus rien. Ou alors on fait plus rien. Je rappelle qu'on n'est plus 20 millions d'habitants, mais 60 millions, 65, et que ça augmente. Et nécessairement, on mangera de la terre agricole. Ce qui est convenu, et je le dis pour vous, ce qui est convenu, c'est que dans la loi agriculture et territoire, je crois que ça s'appelle comme ça, et on va être innovant en Ile-de-France, il y a un fonds de compensation pour les industries agroalimentaires innovantes, pour l'agriculture innovante, abondé par ceux qui mangent l'espace agricole. Tout le monde, et le décret va sortir, et je suis au cœur de ce truc, et on va faire un joli truc sympa dont on fera décider l'utilisation par les chambres d'agriculture. Donc, premier sujet, de l'agriculture, je pense qu'on peut, avec respect pour les agriculteurs, dire que ce n'est pas un vrai argument. Deuxième sujet, les transports. On a un vrai problème de transport, de mobilité dans ce faisceau nord de Paris, vers Roissy. Les calculs qu'on fait après les investissements qui vont être réalisés, notamment avec la ligne 17 et Éole, font qu'on tient jusqu'à 2030. Après 2030, il faut essayer de réfléchir. Alors réfléchir, il faut aussi boucler, c'est bon pour les BTP, ça, tout ça, parce que je dis boucler la nationale 104 au nord de Roissy et avoir une entrée est complète de Roissy et pas tout le monde rentrer par le sud. Qui est des entrées nord sur Roissy. Pour ça, on va essayer, au-delà d'affiner, de confirmer ce qui est en piste, essayer de voir ce que j'appellerais une conférence de consensus pour construire les mesures à prendre au-delà de 2030. Au-delà de 2030.
Voilà, donc, je pense qu'on y arrivera. Le vrai sujet, dans mon esprit, d'Europa City, d'abord, ça amène ça a une confiance étrangère forte. Hein. On a signé avec les Chinois, là, ils amènent des... Voilà. C'est l'attractivité de la France à l'international, quand même. Hein. Voilà, on voit des Chinois qui passent à l'hôtel de Noirmoutier, qui signent des trucs. Ça fait des milliards. Hein. Ça fait des milliards d'investissements. Et des milliers d'emplois, voire des dizaines 15 de 000 milliers. emplois. Mais ceux qui sont contre se foutent de l'emploi. Donc, je passe sur l'argument. Voilà, ceux qui sont contre, ça ne les intéresse pas. Ils sont retraités. Bon, c'est comme ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que cet équipement va tuer ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, hein, tous ceux qui sont de l'autre côté de l'autoroute, Gare au Nord, évoque le truc Liance, Aéroliance, etc. Ou simplement, je rappelle que ça ne sera visible qu'en 2024-2025, si ça marche, hein, Europa City, simplement, est-ce une anticipation d'une mort de toute façon certaine, compte tenu de ce que sont ces équipements? C'est ça ma réflexion. Les équipements, si vous allez vous promener là-bas, est-ce que ce sont des équipements valables après 2030? Est-ce que c'est donc, Europa City, une anticipation d'un cours de la vie des équipements qui de toute façon aurait eu lieu, hein, ou est-ce que c'est la cause des problèmes que peuvent avoir ces équipements? Je ne sais pas, il y a les deux avis, j'écoute, et puis après, est-ce que je peux refuser 15 000 emplois? Est-ce qu'on est, bon, je ne suis pas un libéral, mais quand même, est-ce qu'on peut refuser l'initiative privée sous prétexte que c'est un peu en concurrence avec quelqu'un d'autre? Quand même un vrai sujet, ça, hein. Là c'est le gosse-plan, en ce moment-là. Bon. Donc voilà. Donc, ça sera un test important de la crédibilité aussi, peut-être, de la capacité de générer des projets autour du Grand Paris. Oui, ça sera un y test. compris, vous l'avez dit, à l'international, parce que oui, vous avez beaucoup d'investisseurs internationaux après, moi, qui nous regardent et ils attendent de voir si on est capable de délivrer des projets. Est-ce qu'on est capable, est-ce que la société française, oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, la société française accepte de se bloquer ou l'État faire preuve d'autorité, parfois c'est... Oui, voilà, je ne vous demande pas de mettre en place, mais quand vous lancez les CRS, c'est toujours un truc compliqué. Hein. J'ai fait un certain nombre de fois. Donc, non, mais je ne parlais pas de lancer les CRS, je parlais d'affirmer l'autorité de l'État quand un projet a été voté. De Notre-Dame-des-Landes. Le sujet, voilà, c'est qu'il faut des CRS, et il faut de la durée, et il faut... Voilà. C'est vrai que ça peut durer, oui. Ça, les délais de M. Puy-Bouffat sont... Donc, mais c'est bien la société française qui est en cause dans ce projet-là. Le soutien du gouvernement est fort à ce projet, donc j'agis. Mais c'est pas Yaka Faucon, hein. C'est pas Yaka Faucon. De la mondialité qui veut imposer à toute la cité un magot de métastase en Val d'Oise. Le projet Europa City s'inscrit dans le développement du Grand Roissy. Le Grand Roissy, c'est 15 milliards d'euros d'investissement dans 25 projets sur 15 ans et l'ambition de créer 130 000 emplois potentiels d'ici 20 ans. Tant que Roissy a créé 260 000 emplois, faux. Roissy s'est pas implanté dans un désert, mais dans une zone qui faisait déjà 375 000 habitants, avec une ville de près de 80 000 habitants qui s'appelait Aulnay-sous-Bois. Le gain d'emploi, depuis les années 75, c'est 130 000 en 40 ans. Et on veut nous faire croire qu'en période de crise, en 17 ans, on va être capable de apporter à nouveau 130 000 emplois. Sur 280 hectares urbanisables, 80 seraient consacrés à Europa City. L'objectif affiché, 230 000 m² de commerce et la création de 11 800 emplois. Je reste un peu sceptique parce que j'ai le sentiment que c'est axé surtout sur une activité bien spécifique, c'est-à-dire le commerce. Et je ne pense pas que tous les chercheurs d'emploi ou demandeurs d'emploi souhaitent s'axer ou s'orienter vers cette filière d'activité, c'est-à-dire d'être des agents commerciaux ou être des vendeurs. Aller travailler à temps partiel, à mi-temps, le plus souvent pour gagner des cacahuètes, je ne vois pas comment on va stabiliser l'emploi dans ces conditions pour les personnes demandeurs d'emploi du territoire. Ils ne vont pas, je pense, perdre de temps pour former les gens. Ça m'étonnerait. Ils ne vont pas prendre des jeunes d'ici à Fayetteville-les-Belles. Je pense qu'ils vont chercher dans des grandes écoles à Paris. C'est ça le problème, il est là.
Je pense c'est que des femmes de ménage ou des gens de manutention qui vont prendre ici. On ne veut pas du monde d'Europacity, du monde d'Auchan, qui veut effectivement véritablement transformer nos vies, avec l'illusion qu'il peut entretenir sur des emplois qui ne sont pas qualifiés, qui sont souvent de la sous-traitance. C'est d'ailleurs, on pourrait élargir le propos à ce qui se passe sur Roissy avec les donneurs d'ordre Air France et ADP, qui pour la plupart ont sous-traité le travail et donc ont mis les salariés dans des conditions d'extrême précarité. C'est une bêtise d'avoir un projet aussi énorme à côté de 3 autres centres commerciaux. On a aussi, nous, un centre commercial à Gonesse de Leclerc, où on a 6 commerces dans la galerie qui sont fermés. Donc on a déjà un centre commercial dans la ville déjà qui est en train de mourir, qui a du mal à vivre. Et par contre, en Seine-Saint-Denis, ça leur ramène rien du tout. Des villes comme Aulnay, là où il y a Carrefour et Paris-Nord, bon, ils vont se casser la figure, c'est pas de problème. Aéroville va se casser la figure aussi. On ne calcule pas non plus tous les emplois fermés générés par l'ouverture tout d'un coup de 500 boutiques de luxe, d'une piste de ski, etc. Est-ce que ça va diminuer la fréquentation des pistes sur le massif du Mont Blanc ou sur les Pyrénées? On n'en sait rien. Donc on passe son temps à additionner des emplois et on ne calcule jamais des soldes, c'est-à-dire les emplois créés quelque part et les emplois supprimés ailleurs. Ce qui me pose problème, c'est ce qu'on détruit quand on construit un centre commercial ou autre, ce qu'on détruit dans les centres commerciaux de proximité, dans nos villages. Après, vous trouvez une ville fantôme, enfin. Si vous voulez faire les courses, il faut se déplacer. Avoir soit en transport, soit en voiture. Comment vivre ensemble s'il n'y a plus effectivement les magasins, s'il n'y a plus le fait qu'on puisse échanger chez le boulanger, chez le boucher, pour effectivement le vivre ensemble, tout simplement. Dire bonjour et savoir comment va son voisin. Nous sacrifions un département français tous les 7 ans aux bâtiments et aux travaux publics. Chaque seconde, un potager de 25 mètres carrés disparaît sous le béton et le bitume. Les grands projets immobiliers et infrastructurels consomment le foncier agricole et naturel autant que le reclassement des terres par l'administration après achat par les promoteurs leur permet de multiplier le prix du foncier qu'ils ont acquis avant même de construire. Publiquement, chaque projet est défendu par les promoteurs pour son attractivité économique, financière, entrepreneuriale, culturelle, commerciale. Aussi pour sa vocation à créer de l'espace public et du service public de grande qualité. Et enfin, pour les emplois qu'il va créer. Est-ce à dire que toute marchandisation a pour but d'attirer le client? Est-ce à dire que l'emballage est toujours beau, comme l'accès à ces constructions recevant du public doit se faire en tenue correcte et exigée? Ces grands projets sont attractifs pour les investisseurs parce que la terre nourricière leur est vendue à bas prix. Les centres commerciaux, tels Europacity, en projet au triangle de Gonesse, se multiplient. Pourtant, sommes-nous certains que ces lieux démesurés dédiés à la consommation constituent l'avenir de nos bonheurs? Chômeurs, travailleurs, paysans payent leur tribut au désespoir social, un burn-out qui crame les têtes au champ d'une solitude dans des fermes en faillite ou coincés dans des situations socio-professionnelles mises dans l'impasse urbaine. Impératifs sociaux, commerciaux, financiers, compétition, comparaison sociale, mesures matérialistes éliminatoires, exclusion. Vivons-nous une course à l'armement économique? Jouons-nous une pièce de théâtre social, commercial, industriel, sublimant l'inclination humaine à la compétition, au rapport de force, en filigrane à la violence, à la guerre? Mondialement, la population grandit, nos terres nourricières disparaissent. Où allons-nous? L'écologie devrait être une conscience, pas un parti, dit Pierre Rabhi. Qu'en dit l'opinion? Préfère-t-elle construire des stades de football et des aéroports, des centres commerciaux démesurés en plein champ? Ou créer des emplois ouvriers, artisans, agricoles, maraîchers, locaux sur ces mêmes champs? Qu'en dit la science? L'Institut national de recherche en agronomie et la microferme du Bec-et-Loing ont montré ensemble que 1000 mètres carrés permettent à un maraîcher en permaculture de produire assez de légumes et de fruits de qualité pour en tirer 1500 € de revenus mensuels en vente directe.
un métier naît, un boulot, un marché, une évolution de société, un contexte, un projet politique dans lesquels il prend racine. Combien de terres appartiennent au domaine public et donc à la responsabilité régalienne de l'État? Combien de terres à ne pas vendre à des promoteurs immobiliers? Ne s'agit-il pas de l'avenir et du présent nourricier de chaque territoire? Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, c'est 10 ouvriers paysans permaculteurs, et aussi des ouvriers qui réparent les outils et qui les créent, et aussi le personnel tertiaire qui entoure et accompagne ces ouvriers, établit les feuilles de paye, fait les comptabilités, entretient les circuits de commercialisation et les liens à la distribution. La terre non seulement nous nourrit, mais elle produit des emplois tels qu'elle est où elle est. N'est-ce pas un avenir en emplois durables à créer? Une économie résiliente, réelle, nourricière, renouvelable, une économie réelle et vivante. Une économie de la réalité vivante. Et si la question était combien d'emplois, pour combien d'hectares naturels et agricoles, pour combien d'argent investi? Le bâtiment et les travaux publics se verraient mis en porte-à-faux par la performance des emplois maraîchers et agroforestiers autour des villes. Aussi, les travaux de remembrement de l'agriculture et l'organisation active tant de chaque territoire que de sa population. Stopper le béton, protéger la terre nourricière et naturelle est une urgence. Redessiner les vecteurs de l'utilité publique, les méthodes conceptuelles, les objectifs poursuivis par la construction et la vocation des bâtiments et des travaux publics. Enjeux nourriciers des populations mondiales, enjeux du réchauffement climatique, droit opposable à la construction sur les espaces agricoles et naturels nourriciers, déclaration d'intérêt général de l'agriculture paysanne, nourricière et créatrice d'emplois. Quel peuple sera capable de mettre en œuvre ces choix de société? Qu'est l'utilité publique sinon nourrir le soin à la vie? Les centres commerciaux doivent-ils servir autre chose que l'alimentation et l'agriculture pour la santé et la liberté d'œuvre de tous? Comment doit se définir la ville? Comment doit-elle devenir? Quelle place garder pour les champs et pour la nature? Sortir de cette autoroute de destruction, apprendre à construire les villes en intramuros, bâtir à la place des bâtiments existants, ou au-dessus, vers le haut, en matériaux légers. Bâtir des villages verticaux, saurions-nous vivre ensemble? N'est-ce pas la première question? Mettre la ville sous couverture végétale, une couverture végétale nourricière autant que d'agrément. Faire de la ville une niche de biodiversité, fixant le carbone de l'air, rendant nos vies plus belles par le soin que nous portons à la vie. Certaines jeunesses voient et vivent cette urgence. En interposant leur santé en opposition physique passive aux ordres de la cité, en désobéissance civile. Sa foi en la démocratie française tua-t-elle Rémi Fraise? Qui d'autre cette foi tua-t-elle ou blessa-t-elle en France? L'astrophysicien écologiste franco-canadien Hubert Reeves dit « Il est toujours possible d'arrêter un conflit destructeur de destin et de valeurs démocratiques. La situation à Notre-Dame-des-Landes offre cette opportunité. Humanité et biodiversité, association qu'il préside, appelle nos responsables politiques à s'en saisir. Il s'agit d'éviter les affrontements qui, de musclés, pourraient devenir mortels. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors comprendrons-nous
que l'argent ne se mange pas. Geronimo. À des sites pour montrer qu'après une expulsion, je l'ai cherché pendant une journée, il était où? Les gens qui sont à la rue. Ils font une route ici, une route là, et le stade il est à peu par là. D'accord. Voilà quoi. Et nous on est vraiment au milieu. Okay. Nous on est là au milieu. Et en fait maintenant, donc les parcelles qui ont été expulsées, c'est celle-là, qui a déjà été expulsée. Et ici et maintenant, nous, on est sur cette zone en fait. Voilà. Et là, ils veulent nous expulser d'ici. Et pourquoi ils ont besoin de vous expulser alors, du coup? Pour faire quoi? Ah bah ça, c'est parce que c'est pas bien vu, hein, des gens qui habitent dans la forêt. Hein. Voilà. Et en particulier des gens qui disaient « Oh, on n'est pas d'accord, votre projet au Welland à 400 millions d'argent public qui sont jetés pour desservir 500 millions d'argent privé. Bon, on n'est pas d'accord ?» Voilà, donc ça commence à se faire poser, oui, on est mal vu. Voilà, quoi. Alors, en plus, voilà. On commence à faire les barricades, qu'en plus on accueille les Roms, qu'on a... On n'est plus sur le trajet, ils nous ont expulsés. Et en plus on se permet de ratisser sur certaines parcelles qui n'étaient pas du tout expulsables, parce qu'on connaît... Ça les agace un peu, ils sont venus à 100 nous désexpulser, on est encore dessus, c'est énorme encore sur cette zone. D'accord. Voilà, sur la zone. Donc c'est la... Vous êtes opposé à la mairie de Dessines, là, si je Alors, la mairie de Dessines est opposée à nous, et nous, on n'est pas opposés à grand monde parce qu'en fait, on n'habite pas sur leur parcelle. D'accord. Voilà. Alors, il y a d'autres propriétaires privés qui sont sur l'assignation aussi, c'est-à-dire qui portent plainte aussi contre nous, qui ont tous été contactés par la mairie de Dessines. Donc c'est la mairie de Dessines qui contacte les propriétaires des parcelles, en fait. Voilà, en disant attention, il y a des squatteurs, il faut merde chez vous. Voilà. D'accord. Donc nous, on est pas au courant, dans pas longtemps, ils n'auront plus rien de toute façon. Donc, ouais. Ça. Ça, ils n'ont pas dit qu'ils allaient les voler par la suite. Ils les ont pas prévenus. Pas encore. Parce que du coup, ces parcelles, pourquoi ils vont être volées justement? Parce qu'elles vont devenir quoi? Oh, ça, sur le long terme, bah, en gros, tu as une route qui passe ici, une route qui passe ici, tu as tout le béton qui se rapproche, c'est voué à disparaître complètement. Et du fait, en fait, ça va faire un niveau. Pouvoir les racheter vachement moins cher tant qu'elles sont encore en zone agricole, pour pouvoir effectivement plus tard les passer en zone habitable et faire des constructions avec des lotissements, tout ça, et pour se faire... Ça sera vraiment la bulle un peu verte qui restera quand tout le reste devrait être englobé de béton. Et donc du coup, ces zones-là sont rachetées maintenant assez facilement en particulier, quoi, celui qui veut prendre. Les zones agricoles, ça coûte que dalle. La nature est tellement malade, la planète est tellement malade que chaque mètre carré de nature devrait être déclaré sacré aujourd'hui. On ne devrait plus avoir le droit d'y toucher. Chaque mètre carré de terre arable, de terre nourricière devrait être préservé. On dénonce une justice incohérente étant donné que désormais, depuis le 14 mai, toutes les déclarations d'utilité publique ont été annulées en ce qui concerne les voies d'accès du chantier Welland. Donc c'est la cour administrative d'appel qui les a annulées. Donc on trouve ça absurde que ce soit Eric qui soit jugé alors qu'au final la justice a prouvé que son combat était juste. avec les unités ici, CRS. Donc ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. À un moment donné, quand quelqu'un est blessé, vous devriez le dire beaucoup plus souvent, parce que quand même, c'est des ordres, mais ils savent éviter des grosses violences, je le sais. Bon, par contre, c'est débile. Attention! Ça veut dire que quand il y a un mort ou un blessé, eh bien le gouvernement est strictement responsable.
Et celui qui l'a fait, bien sûr. Ouais, c'est Et pas celui marrant, qui l'a on va fait, dans une- même s'il avait l'ordre. Au cours des dernières années, dans des manifestations, des grenades offensives avaient été lancées, mais aucune mort n'avait été constatée. Et par conséquent, la gendarmerie me dit, nous doutons que cette grenade offensive soit à l'origine de la mort de Rémi Fraisse. Une grenade offensive ne doit jamais être tirée sur un groupe de manifestants, c'est la règle, vous le savez. Mais la grenade offensive, qui vous dit qu'elle a été tirée sur un groupe de manifestants, est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Explication étonnante, convaincante? Très étonnante de ce point de vue. Il y a des explications dans le dossier là-dessus. Je ne veux pas en dire plus aujourd'hui, mais vous voyez, il y a évidemment l'ordre public que l'on essaie de restaurer à tout prix. Il y a la réalité judiciaire. Et nous verrons, il y a des tas de choses à faire. Il faut qu'il y ait une reconstitution. Il faut qu'on identifie ceux qui étaient aux côtés de ce gosse, pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont vu. Ouais, la tâche ne sera pas facile. C'est vrai, ce ne sera pas facile, mais il faut au moins qu'on lance un certain nombre d'investigations. Un appel à témoins, par exemple. Je ne sais pas si ça peut fonctionner, mais au moins qu'on se donne les moyens de les identifier et de les entendre. Parce que le groupe qui était là présent avait décidé manifestement d'aller au contact avec ces forces de l'ordre. J'entends bien. Ensuite, il y a ce qui a été reçu par le commandement. Quel type d'ordre? Le ministre de l'Intérieur dit des ordres d'apaisement. Cette sans grenade, ça ressemble plus à de la fermeté. On a déjà dans le dossier des militaires qui disent, présents sur le terrain, qui parlent d'ordre de grande sévérité, qui aurait été, je le dis au conditionnel, qui n'est pas très bavard, à vrai dire. Mais je pense qu'on lui a demandé de se taire. Donc on va voir tout ça. Il ne faut pas se précipiter. L'instruction est seulement ouverte et il y a beaucoup de choses à creuser. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes, dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? À propos du Tarn, vous avez dénoncé des djihadistes verts. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin, vous? J'assume mes propos parce que ce sont les propos d'un homme en colère. Je suis là pour défendre la forêt de Sivins contre un projet de barrage inutile et imposé. Que les gens se renseignent, que les gens soient vraiment convaincus qu'ici ça sert à rien, parce que c'est vrai que c'est un désastre écologique. Et on aimerait bien qu'au-dessus, là, les politiques comprennent qu'il faut un moratoire avant que ça se construise, parce que ce qui joue ici, c'est vraiment énorme. Zone 1, ça coûte très cher. De 2, c'est notre campagne, il n'y a pas à y toucher, pour servir quelques agriculteurs. La zone humide, elle a été complètement dévastée dans la journée. C'est des machines qui travaillent très vite. La très belle forêt de Sivins, elle a été là aussi complètement coupée. Alors bon, ça avance, ça avance. Donc je résiste aussi au déboisement de la forêt, je résiste au déplacement des espèces protégées, je résiste face à l'absurdité humaine et des gens qui sont dans les bureaux et qui réfléchissent à bétonner la nature et puis à nous séparer de plus en plus d'elle. Et moi je suis là pour protéger la terre, en même temps que tout le monde ici. On est là pour éviter qu'on la salisse encore, qu'on la souille. Parce que ça serait vraiment intéressant qu'un débat public vraiment de fond voit le jour, parce qu'il y a vraiment des choses pas nettes qui se passent ici. La CACG a pour ordre de réactualiser son étude car les besoins agricoles ont changé et des lois plus strictes imposent des normes aux pollueurs, rendant le projet de barrage démesuré et inutile. Mais l'entreprise en difficulté financière est payée au pourcentage. Plus les travaux coûtent cher, plus elle sera gagnante. Elle maintient alors tous ses calculs de 2001 et représente le projet sous un vernis écologique. La facture s'élève à plus de 10 millions d'euros, ainsi que des centaines de milliers d'euros pour l'entretien annuel, le tout avec de l'argent public.
Je suis sur les ZAD en fin de compte depuis presque 30 ans. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, défendre la terre, parce qu'elle est en danger de mort, et ne rien faire, c'est participer à sa destruction, et qui continue à sa mise à mort programmée. Alors aujourd'hui précisément, il y a 4 machines qui sont venues pour déboiser, pour raser une partie des arbres, tout ce qui se trouve ici, et là apparemment. Et du coup, elles sont accompagnées de forces de l'ordre, donc il y a beaucoup de gendarmerie, de gendarmes mobiles. Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Moi, j'ai l'impression que, et juste pour mettre au clair certaines parce que là, on a entendu beaucoup, ah oui, c'est radicaux, oui, c'est les anarchistes. Après, bon, c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment, vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout, vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens, et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Je fais pas de numéro. Moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal, je voudrais juste terminer là-dessus. Oui, mais laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Et donc, la dernière, ultime chose, la dernière... On veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police. Hier, il y a eu vraiment une grosse action des policiers. Ils sont arrivés avec des gaz lacrymogènes, des flashballs, je me suis même pris un sur le doigt. Et on ne sait pas trop ce qu'ils voulaient faire, mais on sait juste qu'ils ont piqué du matériel médical et qu'ils ont étalé toute notre nourriture par terre à coups de pied, coups de choses comme ça. J'ai absolument envie qu'on se batte parce que comme ça, ils justifient leur violence. Et c'est trop simple. Il faut réussir à aller un petit peu au-delà des choses simples qu'on peut voir avec nos yeux. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Donc non, on va pas jouer dans leur jeu. Aujourd'hui, si la police évacue le camp, vu le nombre qu'on est et le nombre de flics qu'on va se taper, on va pas jouer au héros. On verra bien. C'est lamentable. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. C'est bon, très bien que ta matraque là, Tu me frappes, je préfère me tuer devant toi, c'est clair, t'auras un mort sur ta conscience, mon pote. Frappe-moi, vas-y, viens. Viens me frapper, putain. J'attends que ça, mon pote. Hé, salut la caméra. Tiens, filme ma gueule, je suis fier de ce que je fais, bâtard. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Pour moi, la violence n'est pas une solution. Mais en même temps, si ça les ralentit, si même ça peut arrêter le projet, ça me va. Juste, il ne faut pas qu'on tombe à un endroit où ça nous dépasse. Parce qu'ils sont plus forts que nous en violence, en fait. Quoi, vous vous gazez la gueule? Ah, vous êtes complètement con ou quoi? Ah, vous vous gazez la gueule tout seul? Respire l'odeur de ta vie, tocard! Respire l'odeur de ta vie! On t'a entraîné pour ça, bouffon! Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Oui,
n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer. Et avoir de l'humour. C'est ça. Et avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. C'est bon. La merde. Allez avec eux. To be fair. Vous allez avoir 2 ou 3 morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Attention. Cet étudiant de 21 ans, passionné de botanique, était là en toute innocence pour défendre une zone naturelle protégée. 2000 personnes, peut-être plus, ont observé 1 minute de silence à sa mémoire. Ce soir, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire contre X du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fait commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. La plaie importante, située en haut du dos de Rémi Fraisse, a été causée selon toute vraisemblance par une explosion. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer, sur la base des lésions anatomiques relevées, que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Dans l'attente des conclusions de cette enquête, j'ai demandé à ce que l'on suspende l'utilisation de ces grenades offensives. Là-bas, dans ce coin du Tarn, il est clair qu'on a joué l'escalade et qu'on s'est dit, eh ben, ces gens vont la fermer, à force ils vont finir par se fatiguer, on passe en force, on rase la forêt, bon, et ça continue. Le président du Conseil général fait une déclaration qui est absolument inouïe de la part d'un membre du PS. Il dit mourir pour des idées, c'est un peu bête et même stupide. Ah bon, il fallait dire ça à Jaurès, hein, qui lui est mort aussi pour ses idées. On pouvait éviter ce mort inutile, on pouvait éviter tout ce gâchis en s'asseyant autour d'une table, mais il y a eu des gens butés qui ont joué leur carrière personnelle, politique, et des bétonneurs derrière. La meilleure conclusion et les meilleures manières de respecter la mémoire de ce jeune homme et de ne pas construire un barrage sur un cadavre, c'est d'annuler la déclaration d'utilité publique. Un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin sont des propos qui m'ont choqué. J'ai trouvé un escadron meurtri, profondément touché par cette opération de maintien de l'ordre et conscient du drame qui s'est produit à cette occasion. Ça, c'est ce qu'a tué Rémi, mon gars. Regarde, je me suis pris pas l'explosion, moi je me suis pris simplement... Niquez vos mères, les keufs. On vous encule vos morts si vous voyez ça. Ça, c'est ce qu'a tué Rémi, c'est une grenade de désencerclement. Voilà ce que ça fait, juste une bille projetée. Ça, c'est qu'un exemple supplémentaire du fait que la gestion politique du drame qui est survenu vis-à-vis de Rémi Fraisse est une cascade de provocations, et ça, c'en est une supplémentaire. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays est confondant de bêtises, d'inhumanité, de calculs à court terme, de politique politicienne, et qu'on a des gens qui au moins ont le courage de se battre pour des combats qui sont fondamentaux pour l'humanité. J'en suis une mère indignée, j'ai des enfants de cet âge-là,
qui ont le droit d'aller venir manifester, de montrer, de participer à quelque chose qui correspond à un sentiment profond d'injustice. Dans un communiqué, les gendarmes affirment avoir été pris à partie par des individus violents, encagoulés, qui les auraient attaqués à coups de cocktails Molotov, d'engins explosifs et de projectiles. J'étais dans les affrontements parce que je rapatriais des blessés du côté manifestant. Et je peux vous dire que des blessures, j'en ai vu. Des flashballs tirés en plein dans la figure, j'en ai vu. Et je n'ai vu que des actions comme ça, que des exactions. Pour lui ainsi que pour les témoins présents, c'est sûr, c'est la police qui est responsable de la mort de Rémi. Là, il était vraiment très proche des gendarmes quand il a été tué. Il y a des témoins qui l'ont vu recevoir des grenades. Il s'est effondré, ensuite il a été tabassé à terre par les gendarmes et qui l'ont ensuite traîné. Ce qui est navrant selon lui, c'est que Rémi n'était pas venu pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Mais il est mort de quoi, Rémi Fraisse? C'est ça dont on est en train de dire. Il est mort de rien. Dans un tragique concours de circonstances. C'est ça que nous dit le responsable de la gendarmerie depuis le début. Il est mort, tué par qui? Par une grenade offensive. C'est ça que nous a dit M. Cazeneuve. Cette grenade offensive, M. Bourdin, pardon de le dire, elle est envoyée par quelqu'un. Elle est envoyée par des gardes mobiles qui ont envoyé sur un groupe de manifestants plusieurs grenades offensives. Ils n'ont pas pu le faire sans avoir l'aval, voire l'ordre d'un responsable hiérarchique. Ce responsable hiérarchique, pardon de le dire, n'a pas pu le faire sans un ordre de la préfecture, qui elle-même n'a pas pu le faire sans l'aval du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de tutelle. Avant de poser cette question, et je sais que les avis divergent souvent au sein de notre Assemblée sur la politique à mener en matière d'écologie, mais je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question.